Mais en peinture, on a reproduit pas les choses qui nous entourent. Il a reproduit un paysage d'automne. Le type est en train de labourer son champ. Fait que, pour moi, s'il revient, il peinture quelque chose qu'il a vu dans son passé. Il reproduit quelque chose, parce qu'on ne voit plus un laboureur avec des charrues tirées par un cheval. Puis créer n'est pas exprimer sa subjectivité. Dans ce cas-là, à mon point de vue, il exprimait sa subjectivité. Donc, moi qui connais rien à la peinture, tu peux faire un commentaire sur ce que je viens de dire. C'est certain que dans la peinture figurative, dans la peinture naïve, on va s'inspirer du milieu de l'environnement, de ce qu'on a vécu. On est toujours marqué par ce qu'on a vécu, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Mais on n'imite pas et on ne copie pas exactement ce qu'il y a autour. Quand on peint un arbre, on ne peint pas toutes les feuilles, ça va être affreux. On fait des choix. On n'est pas capable de peindre un arbre. Pas capable. Ça se peint pas. Le monsieur en train de labourer, on le voit d'une certaine façon, et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de tracer, puis on voit très bien que c'est un monsieur en train de labourer. On escamote, on camoufle, on agrandit, un peu comme un bon photographe. Même en photographie artistique, on montre plus que ce qu'on a vu. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne copie pas servilement exactement. Ça aurait été inutile. On entre, d'abord la première conférence que je l'ai prononcée, c'était « présence et peinture ». En face de quoi on se trouve quand on est en face d'une image artificielle qui vient de main d'homme, d'enfant ou d'homme? On vit une expérience particulière. C'est pas la même chose le dessin de Minou que de voir le Minou à terre. Le dessin de Minou, il s'adresse directement à moi. Et le chat, il s'en fout de moi. Il ne s'adresse pas à moi, puis il n'est pas là pour moi. L'image, oui, que quelqu'un a fait, ou que dans un livre pour enfants. On est en phase, on est en présence où on est, en fait, c'est la présence de l'œuvre dont je veux parler, nous fait vivre une expérience de quelque chose qui est là dans notre vie, qui est unique, qui est artificiel, artistique, c'est la même chose, qui nous renvoie à une autre dimension, à un autre monde. Et dès la petite enfance, 2 ou 3 mois, je l'ai vérifié en fin de semaine avec la petite fille d'Alexis, pendant 5-10 minutes, elle a regardé des dessins de fleurs. Ça ne bougeait pas du tout. C'est sûr que s'il y avait un mouvement, on aurait pu dire elle laissait tuer. Ah non, contemplait, était parfaitement absorbée par les images artificielles, c'est-à-dire des dessins. Ça renvoie à l'intérieur de l'être humain, à la particularité de l'être humain qui ne se contente pas du réel ordinaire, visible, comme disait Nietzsche. L'artiste, comment il dit ça? C'est quoi la citation? L'artiste ne tolère pas le réel. À l'être humain, il n'est pas à sa place tant que ce n'est pas organisé de façon humaine, avec un poteau, avec un totem, avec un cercle, avec les plus pauvres de la terre, les bushman, ils font des signes sur rochers, ou bien non en Afrique, ou au sud de l'Australie, dans les déserts, ils marquent. Et ça signifie beaucoup plus que le rocher, beaucoup plus que tous les animaux qui ont vu. Ça va beaucoup plus loin le signe qui est là. Ça amène ailleurs, à plus fort, à plus grand. C'est ça que je voulais dire. Je sais bien que le gars, il voulait peindre un laboureur dans le champ. Je sais bien, ma grand-mère, j'ai passé mon enfance sur ses genoux, elle faisait des fleurs. Puis elle voulait faire des fleurs, des tableaux de fleurs, puis des fleurs dans le pot. C'est pas pareil. C'est bien plus le tableau. Madame Rochelot. Oui. Si Pan transforme le monde, moi je me pose la question. Hitler, qui avait peut-être un bon talent de peintre, s'il était devenu peintre, on n'aurait peut-être pas vécu ça, ça aurait pu transformer le monde. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Non, pas d'idée là-dessus, je ne m'attendais pas à ça.
Je parlais de la peinture en général. Oui, s'il avait été bon peintre. Un peintre raté a essayé de transformer le Réfugié monde. aux Beaux-Arts. Oui, il a été réfugié Ah oui, aux je suis au Beaux-Arts. courant. Oui. S'il avait été accepté. On aurait eu la paix. En fait, ça peut C'est être pas vrai que c'est un artiste raté. ouais. C'est plus pacifique que d'essayer de transformer par le national-socialisme, effectivement. Il y a d'autres questions. Il y a des échecs nouveaux. En fait, c'est pas vraiment une question, mais indépendamment de ce que la peinture ou l'acte créatif véhicule, je voulais peut-être faire remarquer aussi que je pense que c'est un grand geste d'abandon. Puis une des raisons pourquoi les gens font la création, c'est le moment de grâce qu'on peut atteindre à travers la création, dans lequel on n'existe plus, notre corps n'existe plus. On est vraiment dans un autre univers. C'est ça qui est vraiment un moment de grâce, un moment d'abandon, je pense, complet, où on n'existe plus comme corps, comme personne. On est complètement parti dans un... Je pense que dans ce sens-là, on peut dire que c'est une expérience spirituelle, indépendamment de ce que ça véhicule ou des symboles. Je pense que l'acte en soi, c'est quelque chose qui est très agréable pour la personne parce que c'est un moment où on disparaît littéralement. C'est ça. Extase. Pratiquement de l'extase, oui. Je pense que c'est pas tout le long d'un acte créatif qu'on vit ça, mais je pense qu'il y a des minutes, ceux qui créent les connaissent, ces moments-là, ça existe pendant quelques moments, on est vraiment sur notre planète. Là. Puis je pense que c'est pour ça que les gens en font, de la création, pour ce bonheur-là, C'est ça. entre autres. Oui, monsieur. Monsieur Labbé, selon vous, le critique d'art, il sert à quoi, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je n'ai pas pensé à ça. Ben, ça nous met sur des pistes, ça nous informe. Dans l'art contemporain, ils disent n'importe quoi. Et souvent, dans l'art contemporain, on fait n'importe quoi aussi. On était face à des courants artistiques depuis 100 ans qui apportent un discours considérable avec une théorisation formidable et très peu de choses réalisées. On a fait un grand effort pour conceptualiser et pas grand-chose pour illustrer ou pour meubler le monde, la vie. Bon, les critiques, je sais pas. Moi, ça m'influence parce que ça informe, puis on a des réactions, mais si on en lit plusieurs, ça va s'annuler l'une l'autre. Je sais pas. Ou il y a d'autres questions? Oui, donnez bien. Donnez bien. Oui, c'est ça. Moi, j'avais accroché quand tu parles qu'il faut être préhistorique pour créer, puis être enfant, redevenir enfant. Pour moi, c'est la même chose, parce que l'enfant, il est préhistorique, il est avant la mémoire. Il n'y en a pas de mémoire. Ça lui permet d'être là. Surtout que la mémoire est là, on n'est plus là. L'arbre que tu regardes, c'est un chêne qui est malade. Tu vois même pas le chêne. Je pense que c'est très vrai, ça. Puis, je voulais faire aussi un parallèle pour l'origine avec l'origine du langage. Selon Ferdinand de Saussure, on parle des sons. Le son, mais le son, c'est aussi l'articulation. Sans articulation, il n'y a pas de son. Tu vois, le physique, de l'acte de peindre physique. Puis l'articulation et le son se développent à partir d'une idée, c'est une expression. Qu'est-ce qui fait que tu articules le son que tu produis, c'est que tu veux exprimer quelque chose. Sinon, tu ne le ferais pas. Mais la peinture, c'est la même chose. C'est un acte d'expression. C'est pour ça que c'est vrai de dire que tu ne peins pas ce que tu vois, c'est tu choisis telle chose. Mais c'est pas ce que tu vois que tu peins, tu t'exprimes en choisissant un laboureur ou quoi que ce soit là. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Oui. En fait, j'ai une question puis un commentaire. Je vais commencer par le commentaire. Dans ce que tu disais, en fait, c'est un paradoxe, une contradiction qui m'est apparue.
Parce que tu disais, pour l'acte de peindre, il faut une liberté qui soit possible. Puis en même temps, il faut être préhistorique. On peut être libre quand la société est rendue, si tu me permets l'expression, où elle se permet du superflu, ou que la société technique où on a du temps de libre. Mais en même temps, le côté préhistorique, c'est vraiment un état de survie. Fait qu'il y a comme une opposition dans ma tête entre l'instinct de survie et l'instinct où tu as du temps à ta disposition. D'accord. Il y a une contradiction pour Je vais revenir là-dessus. Puis le deuxième point, question très simple, c'est quoi l'essence de l'art versus un autre acte de créer? Par exemple, moi en ingénierie, je vais bâtir un système, je reproduis pas la nature, j'invente. Donc, qu'est-ce qui fait que... C'est quoi l'essence de l'art pour toi? OK, la première partie, l'être humain est devenu humain quand il a dépassé, il s'est arraché aux obligations de la survie. La survie, c'était à l'entrée de la caverne. Là, des milliers d'ossements. On voit que les peaux ont été découpées. On voit comment on a tué des fois des animaux, on a des preuves, etc. Il y a toutes sortes de restes de repas de feu, etc. À l'intérieur de la grotte, aucun. Il y a les restants d'ours qui sont des os des cavernes, certaines panthères, etc., qui rentraient dedans, ou un aigle, on ne sait pas trop, transportés par l'eau, parce que là, ça fait 40 000 ans. Mais ils ne mangeaient pas là. Ils ne travaillaient pas là. Ils s'amusaient, ils fêtaient, ils priaient, ils entraient en transe. Et ça, c'est ça la liberté, et c'est l'imaginaire qui l'apporte. La musique, la fête, la danse, etc. C'est là que l'être humain est devenu humain. Puis pour moi, il fallait qu'il se libère à ce point-là pour pouvoir parler, pour pouvoir enfin exprimer ce qu'il portait depuis des centaines de milliers d'années, en tout cas certainement plusieurs milliers d'années. La deuxième partie, rapidement. L'essence, qu'est-ce qui fait l'art dans cette création? Je veux dire, si je m'habille ou si je provoque un acte de création quand même, mais... L'invention, c'est l'invention, la création, c'est la création, l'innovation, c'est l'innovation. La technique vient d'un mot grec qui veut dire art, techné. Et pour moi, dans les techniques de chasse et de pêche primitives, il n'y a pas vraiment de séparation vis-à-vis de l'art. Il y a un art de la chasse, il y a un art de la guerre, il y a un art, bon, quand les combats vont se développer plus tard, les combats organisés, systématiques. Et c'est très difficile à séparer. Il y a l'intention de l'utilité qui est présente dans la création technique. Sauf que l'outil, c'est jamais un objet utilitaire. C'est un ensemble de symboles, de communication avec la totalité. C'est rempli d'esprit aussi. Et on ne peut pas... Les mythes racontent l'origine du canot, l'origine de ci, l'origine de ça. Et le religieux et le technologique, à l'origine, c'est inséparable. Et la beauté des ingénieurs, des architectes, de l'urbanisme, c'est de l'art, en pas douter. Je trouve ça tellement extraordinaire, juste un mur de briques. Comment c'est fait? C'est une beauté. Les colonnes qui sont là, ça c'est un peu plus raffiné. Mais juste le mur, c'est beau. On peut être émerveillé en regardant les constructions, les rues, l'éclairage électrique, les automobiles. C'est beau le monde. Tout ce que fait l'être humain, quand c'est bien fait, c'est beau. Et il y a plus de gratuité dans un poème que dans une bonne méthode pour monter à cheval. Mais c'est beau, l'art équestre. Et puis si le manuel est fait comme il faut, les instructions sont bonnes, ça va nous conduire à quelque chose d'élégant, de sobre, de simple. Puis la formule mathématique, la découverte mathématique, on dit tout le temps qu'on se base sur la beauté et l'élégance.
s'il y a une beauté extraordinaire, puis il n'y a pas de frontière entre les peintures rupestres et puis les symboles et puis les calculs des êtres primitifs. La première mathématique, sûrement, est venue il y a très, très, très longtemps. Il n'y a pas vraiment de séparation pour moi entre les sciences et les arts. Christian, j'ai une question. Oui. Bon, moi je pense qu'on rêve trop, là. Ça fait qu'on va se mettre à parler de comptabilité. T'affirmais que les artistes sont comme essentiels, fondamentaux à l'humanité, que sans artistes, sans art, ben il n'y a pas d'être humain. C'est ce que j'ai compris. Alors, si c'est vrai, il y a du monde qui ne sont pas d'accord avec toi, les comptables et les gouvernements, parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui arrive même à donner 1% du budget pour l'art. Fait que je voudrais savoir, comment tu interprètes ça? Est-ce que c'est parce que ta thèse n'est pas valable? Ou bien parce que là, vous avez ri, vous m'avez fait oublier le reste. Ou bien qu'on n'est plus des êtres humains du tout, on a vendu notre âme à des comptables. On a vendu notre âme à un comptable. Ça pourrait aller dans le sens de ta conclusion et dans le sens de ce que disait Serge Quentin quand tu as parlé de la mort de la culture. Quand c'est la mort de l'être humain. Oui, une des frayeurs de Fernand Dumont aussi, que la production culturelle, c'est la fin de la vie culturelle. Bon, moi je suis plus optimiste. Des artistes, il y en a dans toutes les maisons où il y a des enfants. Les gens qui vont passer des heures à suivre des cours de flamenco ou des cours de tango. Et voilà, enfin, ils libèrent leur corps et en font une œuvre d'art. À deux, on fait encore bien mieux que tout seul. Puis en groupe, puis les danses folkloriques et tout ça. Dans leur loisir, on retrouve beaucoup l'homme créateur et l'enfant qui revient. Dans les loisirs, le jeu, puis la contemplation qu'il y a dans la chasse et la pêche. Souvent un lac, les montagnes, le coucher de soleil, le lever de soleil. Là, on retrouve l'enfant, il voit pour la première fois, il revient à la nature, il revient à la beauté par les sens, perçu par les sens. Mais j'ai cru comprendre que ça, c'était inutile et que ça valait rien. Que c'était la peinture. C'était pas l'oiseau sur le bord de la rivière qui est plate et ennuyant. C'est l'oiseau sur le tableau que le photographe serait approprié dans un instant magique. C'est ça que j'ai cru comprendre pendant ta conférence. Il y a plus dans le tableau, dans la photo de l'oiseau sur le bord de la rivière que dans l'oiseau qu'on regarde sur le bord de la rivière. L'émotion qu'on peut vivre, la sensation puis l'expérience, ça est toujours unique à chaque personne. Mais le tableau de l'oiseau va rester des milliers d'années. Comme les cariatides vont rester comme des jeunes filles, et ça fait 2500 ans. Aucune jeune fille qui dansait ou qui faisait la procession à Athènes il y a 2500 ans est encore là. Mais les statues, l'ornementation du Parthénon, le défilé des Vierges, on en a des parties à Londres, on a des moulages, puis on a des parties à Athènes. Ça reste. Mais malheureusement, les jeunes filles sont mortes. Bon, deux questions pour finir. Moi, c'est pas une question, c'est juste un commentaire à monsieur. Ah oui, allez-y donc. Que sûrement, quand vous parlez des gouvernements et puis des comptables, que vous avez oublié que nous avons des comptables très créateurs. Beaucoup de... Monsieur Laverty, c'est des artistes. Moi, c'est une réflexion, c'est une chose que j'ai trouvée très intéressante. Daniel Boucher, quand il est passé à l'émission Tout le monde en parle, à un moment donné, Guillaume Lepage, j'ai dit tes tunes. Il dit non, c'est pas mes tunes, c'est quelque chose que j'ai reçu. Alors, ça là-dessus, je trouve ça très intéressant. Il y a très peu de gens qui se rendent compte que quand on a un talent, c'est parce qu'on nous l'a donné. Alors, on a deux choix. Ou bien on le capitalise, et puis on fait du foin avec, ou bien on le partage. Merci beaucoup.
Pour répondre à monsieur, là, tout le monde veut me répondre. c'est Adam Smith qui a, avec la théorie de l'économie, qui dit que tout art ou création artistique, c'est du gaspillage d'argent, du gaspillage d'économie. Ça, depuis Adam Smith, ça a évolué énormément. Là.